Nous amorçons la seconde partie de Face à nous, émission qui accueille aujourd'hui le Premier ministre du Togo, M. Komi Selom Klassou. Monsieur le Premier ministre, merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Et avec moi, Grazila Tchakounté, Richard Togbe. C'est Richard qui va poser une question au Premier ministre sur le Parlement actuel. Merci, Babilas. Monsieur le Premier ministre, si on peut critiquer la stratégie de l'opposition togolaise, notamment l'ancienne C14, stratégie qui a consisté à boycotter les législatives et à participer aux élections locales, reste cependant posée la question de la représentativité de l'actuelle Assemblée nationale quand on sait qu'un pan d'acteurs politiques togolais sont aujourd'hui dans le décor. Vous savez, la démocratie a ses règles. Et ces élections législatives du décembre 2018, le Togo a tout fait pour que tous les partis politiques qui le souhaitent y prennent part, contrairement à ce qu'on a vu dans d'autres pays. Vous savez? Et donc, je ne vois pas. C'est la liberté qui est donnée à tous. Ceux qui ont souhaité sont allés. Ceux qui n'ont pas voulu, ils sont restés. Est-ce que vous savez pourquoi certains ont refusé d'aller? Il y a souvent un adage qui dit « la petite honte vaut mieux que la grande ». Si après ce tohu-bohu, tu sais qu'en allant, tu n'auras pas de siège, autant trouver une stratégie pour ne pas y aller. Et puis bon, comme ça, tu as préservé au moins quand même une certaine dignité. Il voulait réformer l'ensemble du code électoral, à commencer par le découpage électoral, le fichier électoral, etc. C'est ce qui motivait à l'époque la stratégie de boycott des législatives. Avec l'accompagnement de la CEDEAO, c'était beaucoup plus la revendication de l'opposition à l'époque, c'est par rapport aux réformes. Et tout était prêt pour que les réformes qui ont été opérées le 8 mai de cette année puissent être faites en 2018. Mais les gens sont restés dans une logique. Et je vous dis que ne prenez pas tout simplement ce qui apparaît comme étant la vérité. Cette apparence peut cacher une autre réalité. Alors, est-ce que vous pouvez me dire que les hommes et les femmes, les jeunes, les adultes qui sont à l'Assemblée aujourd'hui ne méritent pas d'être là-bas et de travailler pour le peuple dans le domaine de l'élaboration des lois? Est-ce que vous pouvez me dire que ceux et celles qui sont là-bas là, ne sont pas représentatifs pour notre pays? Laissez-moi vous dire, j'ai été député à l'Assemblée nationale pendant des années. Même premier vice-président de l'Assemblée. D'accord. Premier vice-président, par modestie, je n'ai pas voulu dire ça. Premier vice-président de l'Assemblée nationale pendant 7 ans. Ceux-là qui sont aujourd'hui en train de critiquer, certains nous étions à l'Assemblée. On se connaît, chers amis. Si vous avez d'autres, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser. Arrêtez de donner... Monsieur le Premier ministre, on se rappelle encore un passé récent où le Togo était le centre de la contestation, où tous les week-ends, l'opposition occupait le terrain. Mais aujourd'hui, on note quand même une certaine accalmie. Quelle est votre lecture? Est-ce que vous pensez qu'il y a accalmie parce que les revendications de l'époque ont été satisfaites? Je dois dire tout simplement que le peuple sait là où se trouve son intérêt. Ce n'est pas une question de les gens qui manifestaient sont satisfaits ou pas satisfaits. Ah non, mais tout simplement, ou les pleins ou les vides. Mais tout simplement, c'est que le peuple togolais, dans sa très grande majorité, c'est là où se trouve son intérêt. C'est pour ça qu'il y a, je dirais, cette paix, cette sécurité qui permet aux uns aux autres de vaquer librement à leurs préoccupations. Et donc, moi, je rends grâce au peuple togolais qui sait que nous devons tous travailler la main dans la main et dans la paix pour promouvoir
le développement, un développement inclusif. En tout cas, ces manifestations ont connu un pic quand même, Graziella. Effectivement, Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de paix et de sécurité, mais il y a tout de même un bras de fer permanent entre le pouvoir et l'opposition. Et c'est une situation qui a donné lieu en 2017, on s'en souvient, à une insurrection. Avez-vous eu depuis lors le temps de situer les responsabilités? Responsabilité, je crois que vous poserez plutôt cette question à ceux qui ont déplacé le sujet de révision constitutionnelle dans la rue et non au bon endroit qui est soit l'Assemblée ou tout au plus qu'on aille au référendum, c'est-à-dire de donner la parole au peuple. Par conséquent, situer les responsabilités, je crois que le peuple togolais a compris et c'est là où se trouve son intérêt. C'est pour cette raison que le peuple a choisi le côté de la paix, le côté du travail, pour que nous puissions promouvoir un développement qui génère de la richesse, une richesse redistribuée. Je crois que nous reviendrons sur ces questions. Mais ce dont il était question en octobre 2017, c'était une insurrection. Donc la question de Graziella, c'était vous demander, est-ce que vous avez eu le temps de comprendre pourquoi un peuple s'est soulevé dans les rues? Ce qui n'est pas habituel. Je vous dis, il ne faut pas confondre la foule au peuple. Il ne faut pas confondre un groupe au peuple. Au peuple. Parce que c'est vrai, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu de manifestation. Il y a eu des manifestations, mais vous savez, quand vous êtes, il y a un adage de chez moi qui dit « L'enfant du chef ne cherche pas querelle ». Lorsque vous cherchez querelle, on dira que c'est parce que vous comptez sur votre papa qui est le chef, c'est pour ça. Alors, l'enfant du chef est le plus docile. Sinon, s'il fallait manifester, déverser des gens dans la rue, le parti au pouvoir était capable de vous faire voir plus que ce que vous avez vu. Donc, arrêtez de dire le peuple, le peuple. Certes, il y a eu des manifestations, mais nous disons tout simplement que ces manifestations, en réalité, n'avaient pas leur raison d'être. Comme je vous disais que des gens ont des stratégies, c'était une sédition. Les gens étaient dans la démarche d'une sédition, c'est-à-dire de prendre le pouvoir par la rue. Ce n'était pas une question de manifester pour qu'on aille vers les réformes. Si tel était le cas, ça aurait été fait le 18 septembre 2017, lorsque le Parlement avait voté à l'époque que l'on aille au référendum. Vous voyez? Donc, c'est plutôt une tentative de sédition. Mais aujourd'hui, le Togo a tout ça derrière lui. Je crois que poser des questions qui nous permettent d'aller de l'avant et non de river les yeux sur le rétroviseur. En tout cas, je fais bien l'anecdote de l'enfant du chef, comme vous l'avez si bien dit. En tout cas, cette crise a révélé quand même non seulement des faits, mais aussi des hommes. Est-ce que c'est l'enfant du chef que ça a révélé, Richard? Effectivement, cette insurrection, pour ainsi dire, a révélé un homme autrefois inconnu, Tikpi Atchadam. L'homme serait aujourd'hui en exil et il ne serait pas le seul Togolais en exil. L'opposition togolaise dénonce par ailleurs le fait qu'il y aurait dans les prisons togolaises des prisonniers politiques et remettent en cause le caractère, en tout cas le fait que le Togo est un État de droit. Que répondez-vous? Est-ce qu'on a effectivement au Togo aujourd'hui des prisonniers politiques? Des prisonniers politiques, non. Le Togo est un État de droit. Et donc, un État dans lequel il y a la paix, la sécurité, la liberté d'aller et de revenir. Et donc, si un citoyen togolais, pour une raison donnée, a choisi de vivre à l'extérieur, c'est son choix. Le nom que vous venez de donner, bon,
je puis vous assurer qu'au plus fort moment des mouvements, il a été dit et le gouvernement l'a signifié. On peut vous donner même lecture ou bien copie du communiqué à l'époque, que si il veut avoir une sécurité rapprochée et tout, le gouvernement a fait ses propositions. Ben, je dis, la liberté d'aller et de revenir appartient à chaque citoyen. Alors, dans les prisons, aujourd'hui, nous n'avons pas de détenus politiques. Vous n'avez pas de détenus politiques, mais et vous dites aussi que le Togo est un État de droit. Mais le dernier rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme prend en contre-pied quand même cette affirmation, parce que voici ce que dit le rapport. Citation, nous avons recueilli plusieurs cas de violation des droits de l'homme, les assassinats et les tentatives d'assassinat, des atteintes à l'intégrité physique qui ont généré plusieurs blessés, dont certains par balles, la maltraitance psychologique, les destructions de biens, les pillages et le viol, les interdictions systématiques des manifestations publiques. Fin de citation. D'abord, comment est-ce que vous avez accueilli ce rapport? Bon, vous savez, moi je n'aime pas tenir des propos médisants pour répondre à des gens qui se sont déversés en diatribe. Mais pourquoi est-ce que vous parlez de diatribe? Diatribe parce que tout ce parce que c'est un rapport quand même. Ben, un rapport rédigé. D'une association quand même bien sérieuse, d'une organisation sérieuse. C'est-à-dire l'association peut être sérieuse au moment de sa création, mais les hommes et les femmes qui les animent ou qui l'animent, oui. C'est vous qui avez dit ici tout à l'heure que les choses changent, évoluent. Bien entendu. Bon, donc ça veut dire que les hommes et les femmes qui avaient animé et qui ont fait dire que c'est une association sérieuse, aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes. Et donc, le flot de contre-vérité que contient ce rapport-là, moi je laisse ça. Actuellement, il y a une mission togolaise à Genève aux droits de l'homme pour présenter ces personnes qui aiment colporter ou rassembler des contre-vérités, ils sont là-bas aussi. Et vous verrez que le Togo sortira tête haute par rapport à ces Vous voulez dire que le rapport est mensonger, c'est ça? C'est vous qui le dites, mais vous l'avez dit en comprenant mes propos. Non, moi, je n'ai pas très bien compris. C'est deux choses. Soit le rapport, il est mensonger, soit les personnes qui ont concocté le rapport ne sont pas crédibles. Le rapport est mensonger. Est-ce que vous imaginez, il y a eu des rapports dans ce pays qui disent qu'il y a des fausses communes. N'oubliez pas que le monde entier aujourd'hui, vous voyez, nous sommes sur la Terre comme ça, mais il y a des satellites un peu partout. De ces genres de choses ne peut plus se faire en catimini. Souvenez-vous de ce qui s'est passé et que le monde a révélé en Libye. Le marché dans lequel il a été dit qu'on vendait des hommes et des femmes. Vous voyez? C'est grâce à qui? Et donc, les choses ne peuvent plus se faire aujourd'hui en catimini. Mais vous avez de ces rapporteurs-là qui ont écrit il y a plus de 100 fausses communes, il y a eu ceci. Après tout, on dit non, bon, on l'a écrit pour pouvoir être crédible auprès de ceux qui nous financent. Alors, si c'est ça, on ne peut pas vouloir remplir son ventre en détruisant son pays. Donc, je vous dis que le flot de chiffres faux contenus dans ce rapport-là ne m'engage pas. Monsieur le Premier ministre, vous avez donné un exemple, vous avez donné l'exemple de la Libye, mais sachez aussi que dans certains pays, dans certaines dictatures, il y a encore des choses qui sont cachées. Il a fallu le départ de Yaya Jammeh pour que l'on découvre qu'il s'est rendu coupable d'un certain nombre d'exactions. Peut-être, avec le temps, on découvre pas mal de choses. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le rapport, je vous le concède, mais d'une manière ou d'une autre... Je vous dis que nous ne sommes pas dans le cas de figure de Yaya Jammeh. Le Togo est un pays transparent, un pays de paix. Et puis, le président de la République, c'est quelqu'un qui a le respect de la dignité humaine. Je pèse mes mots, de la dignité humaine. Et donc, il ne peut pas et il ne fera jamais ce que ces rapporteurs-là ont
colporter pour vendre et avoir leur pain auprès de ceux qui les financent. Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas très gentil avec les Non, non, des c'est droits de pas... l'homme, mais Il bon. faut, quand vous êtes gentil avec des gens qui ne veulent pas faire preuve de réalité. Mais pour quel intérêt aurait-il sali le nom du Togo? Je- Pour quel intérêt aurait-il terni le nom du Togo, Je le vous l'ai ton dit, pays? je vous l'ai dit. Oui. J'ai dit, pour pouvoir remplir leur contrat et avoir... Je ne pense pas ça. Parce Vérifier. qu'ils ont aussi le sens de, quand même, Vous du pouvez, patriotisme. Monsieur Boton, Oui, vous monsieur pouvez le ministre. vérifier. Vous pouvez prendre des hommes et des femmes de votre choix pour faire des enquêtes sérieuses dans ce pays. Oui, mais monsieur le Premier ministre, il y a quand même des cas Oui. qui s'apparentent. Quand on dit qu'il n'y a pas de détenu politique, il n'y a pas un certain jour. Vous imaginez, par rapport à ce qu'on appelait incendie du marché de Lomé ici, il y a un certain nombre de personnes qui ont été détenues, d'autres ont été convoquées, mais à tort parce qu'on n'a pas pu établir leur culpabilité. Vous savez que ce dossier-là existe. Je peux donner beaucoup d'autres exemples. Est-ce que Donc, vous êtes on peut juge? Je ne suis pas juge. Vous bien n'êtes pas entendu. juge. Le principe, On peut trouver à redire sur le ce que disent les principe, juges aussi, le hein. principe dans le domaine du droit, lorsque vous êtes un présumé, vous n'êtes pas encore déclaré coupable. Bien entendu. Un présumé, donc il y a un processus pour aboutir à ce que on puisse effectivement dire que vous êtes soit blanchi ou vous êtes condamné. Condamné, oui, oui. Donc, si on était dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas très rapidement conclure que, bon, est-ce qu'il n'y avait pas eu de marché brûlé? Alors, Monsieur le Premier ministre, les militants des droits de l'homme ont souvent pointé un doigt accusateur sur l'armée togolaise qui, selon eux, serait bâtie sur des bases ethniques. Qu'en est-il? Est-ce la réalité? Le Togo est un petit pays. Petit du point de vue de sa superficie, 56 600 km². Petit également relativement, hein, de par sa population. Nous étions à 6 191 000 au dernier recensement de 2010. Mais aujourd'hui, les estimations, nous sommes à peu près à 7,8 millions de Togolais et Togolaises. Je dois vous dire que ces déclarations ne reflètent pas la réalité. Le Togo, nous avons plus d'une quarantaine d'ethnies au Togo. C'est pour ça que je dis petit pays de par sa superficie et de par sa population, mais un grand nombre d'ethnies. Alors, allez voir dans l'armée togolaise aujourd'hui s'il n'y a pas toutes les ethnies dans notre armée. Il y en a. Et, entre-temps, en répondant à une question, j'ai dit que le président de la République, c'est quelqu'un qui a profondément à cœur la dignité humaine, le respect de la dignité humaine. Je vous inviterai, si vous le souhaitez, au prochain recrutement des hommes et des femmes, hein, c'est-à-dire des jeunes qui ont l'âge, dans l'armée togolaise, vous allez voir comment le processus est conduit. D'abord, par préfecture, nous avons 39, les instructeurs sillonnent préfecture par préfecture. Et quand on vient, c'est les jeunes filles et jeunes garçons de la localité qui se présentent. Et c'est parmi eux, ceux qui répondent aux critères, c'est parmi eux qu'on choisit. Ça, c'est lorsque on choisit les gens sur le tas. Hein. Il y a d'autres mécanismes, notamment pour l'école de la santé. Hein. Ceux qui veulent sortir médecins militaires, c'est par concours. Et ce concours est corrigé dans l'anonymat des copies. Alors, comment est-ce que, avec ces pratiques-là, on va vouloir privilégier une ethnie? Et puis aussi, vous êtes journaliste, c'est bien ça? Vous avez des doutes? Non, non, je vous pose la question. C'est votre choix d'être journaliste. Bien entendu, oui. Pourquoi vous n'êtes pas enseignant? Pourquoi vous n'êtes pas, madame? Parce qu'on n'en a pas la vocation. Pourquoi vous n'avez pas choisi d'être médecin? Parce que votre vocation,
le journalisme. Être militaire, gendarme et autres, c'est aussi des métiers et c'est une vocation. Donc, il ne faut pas toujours chercher des problèmes là où il y en a. En tout cas, Monsieur le Premier ministre, vous nous avez adressé une invitation d'être là au prochain recrutement des gens qui veulent s'engager dans l'armée. Nous prenons très au sérieux cette invitation et nous serons là. Et j'espère que ça se passait toujours comme ça, avec beaucoup de clairvoyance. Aujourd'hui, en tout cas, nous allons en rendre compte à nos téléspectateurs. On attend quand même que vous nous avertissiez du moment où ça va se faire. Mais on va évoluer dans cette émission, Richard. On va évoluer. J'espère que vous allez répondre à l'invitation. En attendant cette invitation, Monsieur le Premier ministre, on retiendra de votre propos que l'armée togolaise est une armée républicaine et reflet de la population togolaise. Le président de la République a indiqué dans son dernier message devant l'Assemblée nationale sur l'état de la nation que le Togo a démantelé un certain nombre de groupes de terroristes sur son territoire. Quelle est aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, la réalité de la menace terroriste au Togo? Évidemment, à la veille de la célébration de notre fête nationale de l'indépendance, le président de la République, se conformant aux dispositions de notre Constitution, s'est présenté devant l'Assemblée nationale pour délivrer aux représentants du peuple ce que vous venez de dire, l'état de la nation. Et dans sa déclaration, il n'a pas occulté cette question qui préoccupe aujourd'hui notre sous-région, la région ouest-africaine, où, vous le savez, nous sommes aujourd'hui depuis le Mali, le Niger et tout à côté de nous, le Burkina. Il y a quelques mois, le nord du Bénin, le Nigeria, vous voyez. Donc, nous sommes dans une sous-région qui est en proie à l'insécurité. Et effectivement, c'est d'ailleurs l'occasion de rendre un hommage à nos forces de défense et de sécurité pour le travail que ces forces font pour que le Togo puisse vivre toujours dans la paix. Et donc, il y a eu le démantèlement de certaines personnes qui aiment remettre en cause la sécurité dans nos pays et dans la sous-région. Donc, vous me posez la question de savoir quel est l'état aujourd'hui. Nous sommes toujours sur nos gardes. Le Togo travaille. Et ce travail n'est pas un travail unitaire. Nos chefs d'État et de gouvernement ont compris qu'il faut mutualiser les efforts pour pouvoir vaincre ces terroristes. Donc le Togo, dans ce cadre de concertation, continue à travailler pour que notre pays maintienne la paix, la sécurité, qui sont les conditions essentielles pour le développement, un développement inclusif pour notre pays. Monsieur le Premier ministre, pour clore ce chapitre, je voudrais quand même revenir sur cette menace terroriste qui existe dans plusieurs de nos pays. Aujourd'hui, les États s'activent comme ils peuvent pour pouvoir endiguer le phénomène, mais aussi c'est la porte ouverte à un certain nombre de dérives, parce qu'on a constaté aujourd'hui qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, on interdit un certain nombre de manifestations. On a l'impression qu'il y a des règlements de compte politiques sous fond de lutte contre le terrorisme. Oui. Avec ce qui se passe, à un moment donné, il faut prendre un peu de recul pour pouvoir analyser et apprécier ce qui se passe. Prenons le cas du Mali. Ça a commencé d'une manière, on dirait, comme de la blague. Aujourd'hui, vous voyez là où se trouve le pays, ce pays frère, le Burkina. Alors, très sincèrement, il ne faudrait pas que sur l'autel de l'intérêt de certaines personnes, on puisse dire que la sécurité aujourd'hui est manipulée pour pouvoir faire des règlements de compte. En tout cas, le risque existe. Si le risque existe, peut-être c'est ailleurs. Mais je vous dis, sans la paix et la sécurité, vous et moi, nous ne pouvons pas être ici actuellement pour pouvoir... Et avec ce qui se passe
dans le monde entier, et particulièrement dans la sous-région ouest africaine, je voudrais vous demander humblement, M. Botton, Madame et Messieurs les journalistes, de pouvoir utiliser ce canal qui est très très écouté pour sensibiliser nos concitoyens. Nous devons mutualiser nos efforts. Vous savez, on sait quand et comment ça commence, mais jamais quand et comment ça finit, avait dit un grand homme de ce pays. Donc, mutualisons nos efforts pour lutter ensemble contre l'insécurité qui menace notre sous-région et qui met en péril le devenir de la jeunesse de nos différents pays. En tout cas, Monsieur le Premier ministre, nous avons compris, de toute façon, Africa 24 fait comme il peut pour pouvoir accompagner les États qui veulent vraiment sécuriser leur pays. Et cela nous amène à marquer une seconde pause dans cette émission, chers téléspectateurs. On prend une pause, on vous retrouve dans quelques instants pour la suite de Face à nous. Merci beaucoup.